Bonjour. Bonjour David, tu vas bien? Ça va? Ouais, et toi? Très bien. Super. Merci d'être venu. Je t'en prie, rentre. Merci. Est-ce que tu veux voir quelque chose? Ok. Et donc, comme tu le sais, c'est une émission qui est sur l'écologie, qui est sur la transition énergétique, qui s'appelle Le Déclic. Et justement, toi, quand est-ce que tu as eu ton déclic en matière d'écologie? En fait, il est arrivé dès mon premier voyage. Je devais avoir 15 ou 16 ans, jeune athlète en cadet junior. Et je suis sélectionné pour faire un tournoi par équipe au Japon. Et lorsque j'arrive à Tokyo, donc c'est le choc, quoi. C'est une mégapole. Moi, je sortais de ma Normandie profonde, petit village, 800 habitants, les vaches, les fleurs, les prés, etc. J'avais été en sport-études à Rennes, donc j'étais quand même habitué à la vie de la cité. Mais là, quand tu arrives à Tokyo, c'est... Tu waouh. changes de taille? Ah mais non, mais c'est phénoménal. Il y a des routes qui sont au même niveau que les 5e ou 6e étages des immeubles, superposés les uns sur les autres, etc. C'est affolant, quoi. C'est monstrueux. Et tout de suite, tu penses à l'air. Immédiatement. Parce que tu te dis, mais... C'était pollué? C'était... Ben, pas pollué, parce que tu es à côté de la mer, donc à mon avis, ça ventile beaucoup. Mais tu vois pas 1 cm² de verre. Ouais, donc c'est Tu vois, absolument impressionnant. Tu arrives dans cette ville, alors l'aéroport ça va, il y a un petit peu de verdure sur l'autoroute qui t'amène jusqu'à Tokyo, et après, boum, t'as que du béton partout. Alors quelquefois t'as un petit pot de fleurs, un petit peu de machin, un petit peu de trucs. Il y a quelques jardins à la japonaise, qui sont très isolés, il faut les connaître et les trouver, mais comment ça respire tout ça, tu vois, c'est le truc. Alors que c'est pas très pollué, j'ai pas ressenti des désagréments de quelque ordre que ce soit, j'avais pas les yeux qui piquaient, etc. C'était pas le cas à Pékin. Donc c'est là où, tu vois, tu te dis, ah ouais, nos villes, ça va peut-être devenir ça, et avec une concentration d'humains telle que, Extrêmement importante. comment on fait, quoi, tu vois, comment ça se gère, quoi. C'est là où le petit, alors c'est pas, on peut pas parler de déclic, mais Oui, t'es c'est là où sensibilisé, tu en as pris conscience. t'es sensibilisé. Puis quand tu reviens chez toi, là, tu fais, ouf, ça existe encore. Ouais, on est bien content d'être en France. Voilà, exactement. Pour en connaître un petit peu plus sur toi, est-ce qu'il y a quelque chose quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, que tu rêvais justement de devenir? Et étant donné que j'ai grandi dans le milieu paysan, dans la nature, etc., j'étais plutôt enclin à rester dans ce milieu. Voilà. Et j'aurais rêvé travailler la terre. Voilà, travailler la terre, élever des animaux. Ce que fait une grande partie de ma famille, d'ailleurs, en Normandie, encore aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens ton premier geste écolo? Mes grands-parents, chez lesquels j'ai été élevé, cultivaient du cresson, dans des cressicultures. Une cressiculture, c'est un endroit où tu as 10 cm d'eau à peu près, et la plante pousse. Bon. Sauf que le cresson sauvage, lorsque il pousse de manière aléatoire dans les rivières ou à côté, etc., et que ça traverse des pâturages, il ne faut surtout pas le consommer. Parce que tu peux choper une maladie qui s'appelle la douve du foie, et tu peux être très gravement malade. Bon. Et je me souviens, tous les 6 mois, il y avait le service d'hygiène qui venait analyser l'eau. Pour ces raisons-là, il fallait une eau parfaite. La problématique de l'eau et de la qualité de l'eau, tu vois, tout gamin, voilà, c'était Oui, ça t'a sensibilisé bien sûr, directement. c'était une de mes préoccupations de mes grands-parents. Il fallait faire gaffe déjà à l'époque, on ne parlait pas de pesticides, on ne parlait pas de tout ça, mais il y avait déjà une tendance lecture. liée à ça. Ouais. Et à contrario, est-ce que tu as un petit péché? T'as pas le choix, quoi. Quand tu es athlète, tu prends l'avion tout le temps. Tu parcours le monde de tournoi en tournoi, donc voilà. Mais cette sensibilité-là, on n'en avait pas conscience, quoi, tu vois, parce que très peu de gens en parlaient. Après, c'est un bon point, on va dire que tu n'as pas de péché, donc c'est quelque chose qui est... Si, j'ai des péchés, mon péché, et je me fais réprimander. Alors là, cette phrase, c'est « Papa,
tu gaspilles l'eau de la planète. Parce que C'est tu quand je me laisses brosse les dents. tu laisses le robinet Et c'est ma couler. gamine qui me dit ça. Est-ce que si tu devais être le père de quelque chose, je sais pas, d'une avancée, d'une loi, d'une innovation? Oui, aujourd'hui, j'ai une de mes activités professionnelles, la principale, qui est dans le monde de l'immobilier, de la construction. Et aujourd'hui, il faut vraiment que les règles de construction, notamment les plans d'urbanisme, évoluent par rapport au respect de la nature. Voilà. J'ai été confronté à un problème il n'y a pas longtemps où, parce qu'on fait une construction bois, on s'est retrouvé confronté à un problème de hauteur. Tu vois, on dépassait, je ne sais plus, de 20 ou 30 cm, la hauteur maximale de l'objet. Et c'était dû à la construction bois. Et parce qu'il faut des planchers plus épais, etc. Au cumul des étages, Ce que tu proposes, c'est peut-être d'assouplir justement les cahiers des charges de façon à les adapter, effectivement. Par exemple, c'est un cas très concret. Voilà, quand on construit bois et que tu le construis en étage, eh ben, attention, on peut dépasser un petit peu les limites de hauteur, voilà, parce qu'on est en construction bois. Et voilà. Et donc toi, tu peux pas proposes stimuler, voilà, tu peux pas stimuler des constructions écolo et en même temps être toujours dans une rigidité et pas adaptée. Et pas adapté. Est-ce que tu as un sentiment d'inachevé? Inachevé, non. Non, je vais vraiment au bout des choses tout le temps. Et est-ce que tu as un accomplissement du coup sur lequel toi tu es le plus fier? Oui, quand j'étais parrain de l'opération Pieds jaunes, je voyais concrètement sur le terrain, en allant voir les projets qui étaient financés par cette opération, ce que ça apportait aux gamins malades, aux parents, etc., etc. Là, c'est de l'hyper concret. Et tu te dis, bon, au moins j'aurais la prétention de dire, j'ai servi à quelque chose à un moment donné. Quelque chose de fondamental. Ouais. Est-ce que tu as une ambition personnelle pour demain, quelque chose qui te motive vraiment? Si on veut parler de grandes ambitions, et pour être un peu en accord sur notre sujet, moi j'ai un vrai souci j'ai 54 ans, tu vois, donc j'ai un petit bout de vie, j'ai des enfants et j'ai un sentiment de culpabilité. Là, je suis certain qu'on ne va pas transmettre le même témoin qu'on a eu en termes de qualité environnementale. Je suis soucieux des problèmes d'insécurité qu'ils risquent de rencontrer, qui grandissent. Je suis soucieux. Donc ton ambition, quelque part, c'est de bien transmettre. Ben oui. Et il y a un premier clin d'œil qui est cette photo. Ah, c'est mon prof de judo. Absolument. Jacques Lemaître. Est-ce que David Douillet, le champion, c'est d'abord une rencontre? Est-ce que c'est... C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est Jacques qui crée un club de judo pas très loin de ce village dont j'ai parlé tout à l'heure, à 15 km, et parce que dans mon village, il n'y avait rien. Si, il y avait un terrain de foot, point. Et 8 bistrots. Pour 600 habitants, c'était... Enfin, tu vois le truc. C'est un bon ratio. Tu vois le truc. Bon. Et Jacques, jeune enseignant, s'installe à une encablure de ce village, et je rentre dans ce dojo, et tout de suite, c'est le coup de foudre avec cette discipline, cette passion qui me met tout de suite d'emblée, dès le premier cours. Voilà. Des aptitudes, forcément? Pas forcément, non. Forcément. Enfin, un gabarit plus grand que la moyenne, même gosse. Et donc, c'était assez jouissif pour moi parce que, en fait, je trouvais une utilité. Enfin, je trouvais une utilité à ce grand corps que j'avais. Voilà. Et ce physique. Je pouvais m'en servir réellement, quoi, à travers une discipline qu'est le judo. Et aujourd'hui, ce dojo, David, je crois qu'il porte ton nom. Oui. Il y en a d'autres aussi en France. Oui. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est ça, notamment la transmission aussi? Ouais, je t'avoue que ça fait drôle quand la première fois tu vois un panneau indicateur dans une ville, c'est Neufchâtel-en-Bray pour ne pas la citer, où tu vois ton nom marqué, quoi. C'est un choc bizarre parce que normalement les fierté? Non, j'ai pas vécu comme ça, moi. Je me suis dit, waouh, un sentiment de... Enfin, qui je suis pour que mon nom soit... Tu sens comme une responsabilité sur tes épaules? Oui, une responsabilité, mais la première fois, ça m'a choqué, parce que je me suis dit, mais d'habitude, les types qui sont écrits sur les panneaux sont morts. Et ça alors j'étais jeune en plus, hein, tu vois, ça m'a percuté, quoi. Là, tu dis, waouh, c'est bizarre, quoi. C'était pas de la joie, hein, c'était
un sentiment un peu, voilà, quoi, tu vois, Et entre c'est justement assez particulier. les années 80 et aujourd'hui, si on peut rattacher au sens de l'émission qu'est l'écologie, comment tu dirais que les dojos ont évolué? Il y a beaucoup de choses à faire parce que, si tu prends simplement le tapis de judo, en général, c'est de la mousse, tu vois, ce sont des produits pétroliers, etc., etc. Donc ça, Ouais, de la alors, pétrochimie, donc on ouais, pourrait peut-être faire peut-être différemment. qu'aujourd'hui, et je suis pas au courant, mais on est peut-être dans le recyclé. Ça peut être bien, j'en sais rien. Euh, mais si tu vois, au Japon, ils étaient. Moi, j'ai fait des stages au Japon, jeune. On était sur de la paille de riz, tu vois. Alors, je t'avoue que c'est moins confortable. J'ai un autre petit clin d'œil Ouais. à l'intérieur de cette boîte. Il y a les pieds jaunes. C'est ça? Voilà. Ouais. Ouais. Alors ça, tu vois, c'est pas la bonne pièce jaune, parce que à partir du moment où l'euro est arrivé, les pieds jaunes avaient une valeur beaucoup plus importante. Et, Ah, tu as ressenti ah bah oui, une mécaniquement, diminution de les gens D'accord. étaient moins enclins à donner parce que ça valait plus, quoi. Qu'est-ce que tu en retiens si tu devrais le résumer en une phrase? Ce que j'en retiens aujourd'hui, c'est qu'on en a encore besoin. Parce qu'une grande partie, à mon époque, des fonds qui étaient récoltés venaient financer des maisons de parents, entre autres, pour aménager des chambres aussi, pour que les parents puissent être là, etc. Parce que tu Proche de leurs enfants. voilà, as des Absolument. gamins qui sont ici à Paris et les parents vivent à Strasbourg ou à Montpellier. Bon. Et la proximité des parents est essentielle. Ça a été aussi pour toi une belle rencontre avec les Chirac aussi et quelque part un rapprochement aussi avec Ouais, Bernadette. mais ça n'a pas été une rencontre politique. Contrairement à tout Ça a le été monde. Souvent, d'abord les gens une- me disent ça. Ils disent, voilà, c'est Bernadette Chirac ou Jacques Chirac qui... Pas du tout. Ça me permet de Ouais, rebondir, de regard détaché. David, quel regard toi aujourd'hui tu portes sur l'Assemblée nationale et sur la politique telle qu'elle est aujourd'hui? C'est-à-dire quand tu regardes les débats, les échanges, l'hémicycle, est-ce que ça te plairait aujourd'hui Non. d'être député? Non. Non. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis, de droite comme de gauche, qui me disent qui auraient la même réponse que moi et qui ont la même réponse que moi, parce qu'on se recroise dans nos vies, on est amis, et j'en ai pas un qui m'ait dit Heureusement que je suis encore là aujourd'hui. Ouais. j'aimerais y retourner, pas un. Parce que l'ambiance a changé. J'ai vu des gestes, j'ai entendu des mots, des paroles, des attitudes qui n'ont pas lieu d'être dans Pas ce lieu lieu. d'être, Du tout. absolument. Du tout, du tout, du tout. Donc il y a eu une glissade qu'il faut absolument rattraper parce que d'abord les Français n'aiment pas ça j'en suis certain, et puis ça ne construit rien. Voilà. Les députés sont là pour faire des lois, c'est leur rôle, pour les vérifier, pour les améliorer, etc. Et pas Et représenter les s'écharper en Français aussi. public et se donner en spectacle. Voilà, c'est pas possible. J'ai un autre clin d'œil pour toi, qui est celui-là, et qui témoigne Un jeu. de la légende que tu as pu être. Un jeu, ouais, c'est assez marrant. Est-ce que tu joues déjà à ton propre jeu? Non. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, le foot, le judo, etc., tu l'apprécies plus quelque part en plein air? Tu préfères le faire? Moi, j'étais Est-ce enfermé que toute ma vie. Vous faites du judo, vous êtes enfermé. Hein. Alors, heureusement qu'il y a les footings et les stages vélo d'oxygénation, etc., qui sont là pour un peu équilibrer les choses. Mais aujourd'hui... tu préfères être dans l'action? Aujourd'hui, ce que je fais pour m'entretenir, c'est dehors, toujours. Toujours. Ta vision aussi sur le numérique et sur les jeux vidéo, c'est pas quelque part de l'empreinte carbone pour rien? Est-ce que tu penses pas que là aussi on a été c'est trop un vrai loin? débat, parce que ça consomme beaucoup d'électricité, c'est énergivore, il y a des serveurs, etc. Oui, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Non, mais Ça- le parallèle est intéressant, si Ouais, tu veux, ouais. parce que jouer au foot, pratiquer du judo, on peut le faire en vrai. Mais en fait, le alors problème, que- le problème de l'humain, c'est que quoi qu'il fasse, il laisse toujours une empreinte plus ou moins forte sur l'environnement. Bon. Et après, où est-ce qu'on met le curseur voilà. Il faut mettre le curseur là où on ne dégrade pas ce qu'on va transmettre à nos gamins, quoi. C'est tout. C'est ça, en fait, le vrai curseur. Et ce qui va être rattrapable ou pas, ou... Bon, voilà. Moi, j'ai aucune idée de ce que l'essor des jeux vidéo ont pu Oui, on peut changer, en fait. voilà. Je fonde beaucoup d'espoir sur les nouvelles technologies pour faire diminuer ça. Parce que
je ne pense pas... Tu vois ça d'un œil positif? Oui, je vois ça d'un œil positif. Mais moi, je vois ça d'un œil positif parce qu'il n'y a plus aucune société aujourd'hui, de par... on parle souvent de RSE, etc., mais c'est vrai. Moi, je suis chef d'entreprise. Dans ma... Tu mesures l'impact. Ah, mais dans ma structure, mais c'est important. Dans ma structure, tant dans les relations humaines, tant sur les impacts sociétaux et tant sur les impacts environnementaux, c'est quelque chose auquel on fait vraiment très attention. Très attention. Il n'y aura plus une société digne de ce nom, même qui sera financée, si elle ne respecte pas l'environnement. Et c'est ça. C'est pour ça que je suis assez positif, parce que même le milieu de la finance, qui est un animal à sang-froid, est en train aussi d'évoluer, voilà, dans sa réflexion. Bien sûr, un fonds d'investissement aujourd'hui ne va pas forcément aller... et il y a des fonds d'ailleurs, et c'est écrit noir sur blanc, qui n'iront jamais financer... Il en manque encore beaucoup, voilà. mais il y a énormément d'efforts. Mais les chemins, le wagon, la locomotive est lancée. C'est pour ça que je suis assez positif. Je te propose, on est en 2006, sur ce jeu vidéo, de remonter encore un petit peu le temps et de te montrer une autre image, oui, qui, je crois, va te parler. C'est celle-là. Ah oui, les Jeux Olympiques. Avec une question, qu'est-ce qui te passe par la tête? À quoi tu penses quand on est là, à ce moment? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, quand on est porte-drapeau? Comme si c'était hier. Là, le drapeau, je l'ai dans mes mains. Et derrière moi, il y a toute la délégation française. On fait un tour de piste qui est vu par le monde entier. Et là, je me suis remémoré la première fois où on m'a donné mon survêtement équipe de France. J'étais en junior. Et il y avait le drapeau ici, sur le cœur. J'ai dormi avec. Et pour moi, cette notion de drapeau, de patrie, de pays, et d'avoir cet honneur ultime. Un véritable attachement, ouais. Enfin, ça se sent. Oui, bien sûr. Quand tu en parles. Bah oui, parce qu'on a un pays extraordinaire. Voilà. On a un pays fabuleux. On a un pays magnifique. Et d'être celui qui porte le drapeau haut et fort devant tous mes camarades des autres pays. C'est une véritable fierté. Mais on a l'impression que l'attachement à la France et ce que ça représente, c'est plus important pour toi presque que tout ce que tu as pu gagner derrière. Oui, bah oui, parce que le reste, c'est que des breloques, c'est que des médailles, c'est que des moments. Ce qui est le plus important, c'est... ce qui est le plus important, tu vois, quand tu es dans le village olympique, il y a 10 000 athlètes qui sont là, qui vivent tous les jours ensemble. Bon. De couleurs différentes, de races, de cultures, de religions, voilà. Et quand tu vois ça et quand tu vis dans ce village olympique, tu comprends le monde. Tu es convaincu qu'on est capable de vivre ensemble. Puisqu'on le fait, nous, les athlètes. Tu vois ? Simplement parce qu'on a une colonne vertébrale commune de valeurs qui sont liées au sport et à la pratique du sport et aux valeurs du sport, tu vois, même en étant compétiteur, eh bien, comme on a une valeur commune, là, cette colonne vertébrale-là, tout le monde se respecte, tout le monde se parle, tout le monde essaye de savoir qui tu es, de comprendre, etc., etc. Il y a de l'échange, de l'interaction, tu vois, il y a de l'ouverture, il n'y a pas... Tu vois, et c'est ça, la seule voie. Et le fait d'être fier de son pays, c'est justement proclamer sa différence, parce que c'est la richesse du monde. Tu parles beaucoup de valeurs, de transmission, de fierté, et donc du coup j'ai un petit clin d'œil pour toi, ouais. Qui pour moi va te faire plaisir. C'est cette photo. Est-ce que tu peux nous raconter le contexte? Parce que là, je pense qu'il y a une belle image qui vient reprendre en fait tes propos. Bah là, on est en plein Covid. On est cloîtré à la maison. Tu l'as bien vécu, le Covid? La preuve. Regardez comment j'ai terminé. C'est quand même grave. Et puis on s'ennuyait, forcément, avec les enfants, tu vois. Alors tu fais l'école, tu t'organises la récréation, enfin, on était organisé, etc., etc. Puis à un moment donné, on a voulu se marrer. Et puis aussi traduire que quelquefois, qui vous soyez, c'est pas simple d'élever ses gosses, c'est pas simple d'exercer une autorité, c'est pas simple d'éduquer, c'est pas simple... Voilà. Et cette vidéo qu'on avait fait avec mon épouse, c'était ça, quoi. C'est-à-dire que j'étais en train de prôner le fait d'être
de pas être un ventre mou avec ses gosses, le fait d'être cadrant, etc., etc. Et en même temps, je me faisais submerger par mes filles qui me maquillaient, qui me déguisaient en reine, quoi. Voilà, c'était... Et on vit comme ça, mais on se prend pas au sérieux, jamais. Le confinement, David, il a été forcément nécessaire, mais justement par rapport aux enfants, ça a limité aussi les activités sportives, ça les a quelque part renfermés. Quel œil toi tu portes aujourd'hui que c'est entre guillemets un petit peu derrière nous? Quel œil tu portes sur ça, et est-ce qu'il y a des choses à corriger ou qu'on peut rattraper d'après toi? Tu sais, l'œil que je porte, un jour dans le monde du sport, on m'a demandé de faire partie du conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Bon. Et là, je me suis dit, ok, j'y vais, je vais faire partie de ce truc pour lutter contre le dopage. Lutter contre des gens qui trichent et puis qui dégradent leur santé. Et après, très peu de temps après, je me dis, mais comment tu fais sur cette planète lorsque tu as un pays qui a vraiment œuvré pour lutter contre le dopage, un autre qui est tout mou, un autre qui fait autre chose. Comment tu fais pour harmoniser tout ça? Les lois de tout le monde, tu vois. Et là est née l'Agence mondiale antidopage. Le monde du sport a réussi à créer une agence mondiale pour dire à tous les pays, eh ben on va avoir la même loi sur un sujet. Les mêmes règles, tu vois. bien sûr. Et là où je veux en venir, c'est que sur un sujet de santé, il faut urgemment qu'on le fasse. Parce que ça, malheureusement, j'ai peur que ça redémarre un jour ou l'autre. On devient tellement nombreux sur cette planète. Donc, il y a un véritable enjeu de régulation, de santé. Et puis de santé, de développement de tout un tas de virus, etc., etc. Et on voit avec les transports, etc., à la vitesse à laquelle une pandémie peut se propager, qu'il est urgent. Alors, il existe l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, mais il est urgent d'essayer preuve qu'il n'est pas adapté, puisque c'est arrivé. De construire des règles qui vont en fait en adéquation avec le temps. Mais qui soient communes dans lequel on vit. tous les pays du monde. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se protège, tout simplement. Ah, les Jeux. Les Jeux. Oui. Les JO. Oui. Tu es l'un des défenseurs les plus farouches de ces JO 2024. Pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. C'est quoi pour toi une fierté déjà de les accueillir, de les recevoir? Non. Non. J'ai dépassé ce stade, non. Non. Ça a évolué parce que les Jeux n'appartiennent pas à un pays. Les Jeux n'appartiennent au monde. On a la chance de les héberger une fois. À nous de les faire d'une manière magnifique. Mais à travers les Jeux. Les Jeux, pour moi, la vraie efficacité des Jeux, c'est de transmettre de vrais gros messages universels. Du respect, du vivre ensemble, tout ce que comprenez-vous, vivez ensemble. On a à apprendre de chacun, chaque être humain à apprendre quelque chose à l'autre. On est sur la même boule, quoi. Faut juste le comprendre, quoi. Et respectons-nous les uns les autres, quoi. On se respecte dans les règles quand on pratique une compétition. Est-ce que tu penses, David, que Paris, justement, va arriver à véhiculer tous ces messages? Oui, je pense. D'accord. Donc pour toi, on est revenu à niveau quand tu parlais de JO au rabais ou mal fait ou mal organisé sur des sujets, des retards sur des chantiers, etc. Pour toi, aujourd'hui, on a rattrapé tout ça, on sera prêt? Non, je n'ai pas dit qu'on avait rattrapé tout ça. C'est immense à organiser. Mais on va faire des beaux jeux. Et il faut qu'on fasse des beaux jeux. Parce que pour moi, le plus important dans ces Jeux Olympiques, c'est de faire une compétition magnifique et surtout de conserver un héritage après les Jeux. Un héritage qui va profiter aux gamins, mais aussi aux gamins du monde. C'est de dire quoi? C'est de dire, voilà, on est capable de faire des grandes choses ensemble. Tous ensemble. En se respectant. C'est de dire quoi? On est capable d'améliorer les choses. Parce qu'à travers les Jeux, j'ai lu le cahier des charges pour les obtenir, les Jeux, il y a un volet écolo qui est très important. J'allais y venir. Est-ce que tu penses qu'on l'a respecté? Est-ce qu'on a, dans nos constructions, dans nos réhabilitations, est-ce que c'est pris en charge tout ça? Est-ce qu'on va pouvoir faire des... Moi qui ai fait beaucoup de Jeux Olympiques, à chaque fois, je note qu'il y a une amélioration. Une amélioration. On n'est pas encore au bout du bout. Tu vois, on ne construit pas encore un village olympique qui n'a pas... J'allais aussi y venir, c'est est-ce qu'on ne peut pas réutiliser des structures existantes plutôt que de construire en permanence aussi pour des JO Mais je vais même aller plus loin que toi. En fait,
alors je suis un peu dans l'immobilier, enfin je suis dans l'immobilier, donc je sais ce qui se fait de bien, tu vois. Aujourd'hui, on est capable de construire des habitations dans lesquelles tu n'as pas besoin de chaudière. Bien sûr. D'accord ? Des logements passifs qui se suffisent à eux-mêmes. Exactement, qui se suffisent à eux-mêmes et qui captent l'énergie du soleil, qui la transmettent dans tout le bâtiment avec des systèmes de ventilation, air chaud, air froid, etc. Ça marche, tu vois. Moi, pour aller plus loin que toi, je parlerais de déconstruire ce qu'on a construit avant dans l'ignorance. Oui, dans les années 60, voilà, 80. avec des trucs qui sont des énergivores et tu reconstruirais et de remplacer par en 100% autonome. Évidemment, c'est ça qu'il faut faire en fait. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas sur le prochain village. Mais je mets mon billet, alors je ne sais pas si ça sera à Los Angeles en 2028 ou en 2032 ou peu importe, mais je suis sûr qu'à un moment donné, on aura un village de ce type-là. Voilà, comme la locomotive, elle est lancée. Est-ce que tu penses, pour ces JO 2024, que c'est un réel argument politique quand tu parlais de valeurs, de vivre ensemble? Est-ce que pour toi, c'est important de se saisir quelque part de ce moment pour faire passer des messages? Le président de la République disait que justement, il ne fallait pas politiser le sport. Il l'a dit notamment lors de la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'aujourd'hui, là, tu penses, toi, qu'il faut justement se servir de l'événement pour faire passer des messages, ou à contrario, que chacun reste à sa place? On a détourné le sens du mot politique. Et je pense que le président voulait dire de la politicarde, tu vois, classique. Il ne faut pas qu'on s'oppose les uns les autres sur un projet qui, en réalité, doit nous rassembler et est un fédérer. pur sujet politique. Mais quand tu prends l'étymologie propre du mot, c'est-à-dire qu'un sujet politique, c'est la vie de la cité, c'est vivre ensemble, tu vois. Voilà, c'est ça la seule et unique définition de la politique pour moi. Et bien sûr que les Jeux, c'est éminemment politique. Parce que ça doit montrer au monde entier tout ce que l'humain est capable de faire dans toutes ses différences ensemble. Et qu'on est capable d'avoir des projets communs réussis. Donc, sur un sujet comme l'écologie, c'est l'exemple parfait de dire, voilà, il y a des disparités de lois, de comportements à travers la planète, sauf que si on se connaît tous, si on arrête de se taper dessus et de se regarder du coin de l'œil, du mauvais œil, on peut communiquer pour construire ensemble. Voilà. Je veux dire, la pollution, elle n'a pas de frontières. Hein. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et à bientôt. Et à bientôt.